Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Nicole Niesotto, titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Lucille Schmid, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Avis de tempête sur l'Europe » et qui est ainsi chapeauté. Comme la Hongrie, la Pologne supporte mal les règles de l'Union qui lui convenaient parfaitement au moment de son adhésion en 2004. Désormais, ce pays si européen, à la population si europhile, fait savoir par son tribunal constitutionnel aligné sur le gouvernement polonais que le droit européen ne peut prétendre primer sur le droit national, ce qui revient à dire que la Pologne fait sécession. Est-ce grave, voire fatal ? C'est pour répondre à cette question et comprendre les raisons de cette fronde que nous vous proposons ce numéro du 1 qui entreprend, au-delà du seul cas polonais, de cartographier et d'analyser les fractures européennes. Car l'Union, dont l'histoire est ponctuée de crises de croissance, fonctionne depuis les origines dans un cycle permanent de tensions anxiogènes et d'avancées libératrices. Dans ce numéro, vous trouverez notamment un article de Nicole Niesotto qui devrait lui interdire l'entrée de la Pologne pour elle et ses descendants jusque probablement le 3e ou 4e millénaire. Dans notre bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier une conversation avec Martine et Gérald Darlin, restaurateurs du château de Bournazel dans l'Aveyron, l'un des plus importants châteaux de la Renaissance, construit au milieu du XVIe siècle, dans une province alors très riche, le Rouergue. Château partiellement détruit à la Révolution, partiellement démoli par son propriétaire au XIXe siècle, à la suite du refus de Viollet-le-Duc de le classer monument historique, ce qu'il sera finalement en 1942, repris par la Sécurité sociale en 1946, transformé en maison de convalescence et finalement vendu à la demande de l'architecte des bâtiments de France aux époux Arlin, qui mettront 14 ans à le restaurer, ainsi que ses jardins. Martine et Gérald Darlin décrivent les étapes de ce travail gigantesque qui leur a valu le grand trophée d'Assaut Monument. Les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne, le dimanche 7 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Ces inscriptions sont ouvertes sur notre site qui vous permet aussi de nous soutenir de vos contributions volontaires et détaxées. La saison de la pêche aux contributions est ouverte. Si vous n'avez pas encore contribué de quelque manière que ce soit, ne vous en privez pas. Et je vous rappelle que vous pouvez le faire soit par la forme d'une contribution mensuelle régulière, qui évidemment nous permet de savoir un peu où vont nos finances, soit par la forme d'un don ponctuel. Et c'est notamment à ceux et celles qui nous ont fait un don ponctuel que je fais cet appel et ce rappel pour qu'ils veuillent bien renouveler la contribution et le soutien qu'ils nous ont apporté l'année dernière, la saison dernière. Je vous propose maintenant que nous nous intéressions au premier de nos deux sujets, celui de l'énergie et la question de savoir si c'est une question économique ou politique ou un enjeu citoyen. Le plan France 2030, présenté le 12 octobre par Emmanuel Macron, prévoit d'allouer à l'énergie 8 des 300 milliards d'euros investis pour la France de demain. Cet enjeu d'indépendance et de compétitivité énergétique fait écho à l'actualité. Le réseau de transport de l'électricité, RTE, a détaillé le 25 octobre 6 hypothèses de développement en vue d'atteindre la neutralité carbone en France. Pour un coût actuel du système électrique de 45 milliards d'euros annuels, ces nouveaux scénarios prévoient des prix qui oscillent entre 49 milliards pour 50% de nucléaire en 2050 et 80 milliards d'euros pour un mix composé à 100% d'énergie renouvelable en 2060. Cette question est également rappelée à l'agenda politique par l'inflation, qui s'est établie en septembre à 2,2% des prix à la consommation et qui est particulièrement tirée par les coûts actuels de l'énergie. La situation n'est pas sans rappeler l'insécurité financière concomitante au début du mouvement des Gilets jaunes. L'Hexagone ne fait pas exception en Europe.
Les États-Unis sont également touchés par une croissance des coûts accentuée par le prix de l'énergie. Elle est compensée en France par des aides directes de l'État, l'indemnité inflation, en Espagne par une baisse des taxes ou au Royaume-Uni par un fonds de soutien. Au-delà de cette réponse immédiate, les politiques de plus long terme amenées en France ne font pas l'unanimité. Le débat se clive autour du nucléaire et des énergies renouvelables, et l'unanimité n'est pas davantage trouvée à l'échelle européenne qui voit les 27 se diviser autour d'une réforme du marché de l'électricité. Un peu partout dans les pays industrialisés, ce sont les citoyens, seuls ou organisés, seuls ou organisés, qui parfois impulsent de nouveaux modes de consommation de l'énergie par un recours à la sobriété ou à travers des communautés énergétiques citoyennes. Sur cette question, Lucille Schmidt. Oui, merci beaucoup Philippe. Donc vous nous invitez à nous demander si l'énergie est un enjeu économique, une question politique ou au fond un sujet de mobilisation citoyenne. J'allais dire les trois, mon général, c'est-à-dire que il faut se rappeler de cette phrase de Nicolas Hulot au moment du mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, qui disait, au fond, il y a une contradiction, une difficulté face à un enjeu qui est largement énergétique, qui est celui de la contradiction entre la fin du monde et la fin du mois. Et au fond, on revit aujourd'hui, 3 ans après, exactement la même contradiction, la même tension entre fin du monde et fin du mois. Et c'est l'une des difficultés essentielles pour le politique, pour les gouvernements. Vous l'avez rappelé, c'est une crise énergétique qui existe non seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne et même à l'échelle mondiale. Il faut quand même rappeler que, en dehors des États-Unis, en Chine, par exemple, on craint un hiver très dur avec des coupures d'électricité et que le gouvernement chinois, enfin le président chinois, le dictateur chinois, a relancé la construction de centrales à charbon, alors même qu'il s'était engagé l'année dernière à arrêter la construction de ces centrales parce qu'il craint le fait que les citoyens chinois n'aient pas d'électricité pour passer l'hiver. Donc c'est une crise mondiale et c'est une crise mondiale qui est à la fois économique, citoyenne et politique dans l'ensemble du monde. Ça, je trouve ça quelque chose de très intéressant. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que face à cela, il y a une sorte de précipité dans le moment que nous vivons entre le fait que c'est une crise sociale, c'est-à-dire que lorsque vous faites aujourd'hui un plein d'essence, vous en avez pour 80 €, et qu'on s'aperçoit que 3 ans après la crise des Gilets jaunes, la dépendance des Français à la voiture n'a pas bougé, qu'en fait, modifier la mobilité, c'est quelque chose de très long terme, et que lorsqu'une crise se reproduit à échéance régulière, mais qu'en même temps, elle est durable, c'est très compliqué d'ajuster les politiques publiques et de faire quelque chose. Ce qu'a choisi de faire le gouvernement, c'est de donner des chèques, à la fois d'abonder le chèque énergie de 100 €. Vous savez, c'est un chèque qui est réservé à environ 6 millions de foyers, mais aussi de mettre en place, vous le rappeliez Philippe, un chèque concernant l'inflation qui cette fois-ci est destiné à 38 millions de Français, c'est-à-dire une mesure extrêmement massive. Alors les chèques, le quoi qu'il en coûte sur la question énergétique, c'est pas quelque chose qui est satisfaisant, même s'il faut évidemment mettre un pansement sur cette jambe de bois, si je puis dire. À partir de là, que peut faire le gouvernement ? Eh bien, en ce moment de campagne électorale, montrer qu'il a une perspective, et c'est ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron en faisant sortir ce rapport de RTE sur la question des perspectives énergétiques françaises, rapport dont on nous dit qu'il était en gestation depuis 2 ans et qui sort fort opportunément au moment même où le prix à l'essence augmente et où il y a tout un débat, vous le savez, entre la question du nucléaire et du renouvelable. Comment la France va-t-elle choisir son modèle électrique dans les 20 années qui viennent ? Opportunément aussi, ce rapport nous dit qu'il ne faut pas choisir, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire du renouvelable et du nucléaire, et qu'au fond, le seul scénario qui vaille dans les 6 scénarios qui sont proposés par RTE, c'est celui qui associe une montée en puissance très déterminée, très volontariste des énergies renouvelables et notamment de l'éolien en mer, et le fait de continuer de construire des EPR, enfin en tout cas des réacteurs nucléaires sous une forme ou une autre. On sait que le président Macron a récemment, avec le talent qui est le sien lorsqu'il s'agit de déranger le débat public, lancé la possibilité de construire non pas des EPR qui sont des réacteurs nucléaires dans des centrales extrêmement massives, mais de petits réacteurs flexibles et qui par ailleurs auraient dans le cadre d'un modèle qui s'appelle Newart par EDF, des petits réacteurs qui pour l'instant sont plutôt construits aux États-Unis ou en Chine et qui auraient la particularité de pouvoir s'installer facilement et d'être beaucoup plus sûrs que les gros. On a du mal à y croire, c'est un peu une pensée magique sur le nucléaire, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'avec le rapport de RTE, on ne peut plus esquiver le débat sur le modèle énergétique que nous voulons. Je terminerai juste en parlant des citoyens.
Ce qui me semble essentiel, c'est qu'en France, plus qu'ailleurs, plus que dans le reste de l'Union européenne, le débat sur la question énergétique a été un débat d'experts et un débat politique, parce que nous avons choisi un modèle de production d'électricité centralisée confié à une entreprise EDF, et qu'aujourd'hui, le foisonnement des petites coopératives, voire le fait de vouloir s'associer à la construction de champs d'éoliennes, modifie encore très marginalement, mais un peu comme en Allemagne ou en Espagne, la possibilité que les citoyens puissent être partie prenante à ce débat qui restait un débat extrêmement régalien. Nicolas Bavrez. Le problème qui est posé par cette augmentation très forte des prix du gaz, de l'électricité, du pétrole, c'est le problème du conjoncturel et du structurel. Le chèque, le fameux chèque de 100 euros, c'est évidemment une réponse qui est à la fois très conjoncturelle, qui est liée à la conjoncture électorale. Effectivement, c'est l'idée d'élargir, de prolonger le quoi qu'il en coûte, à la fois à la hausse du coût de l'énergie et à la hausse des prix. Et ça, c'est vrai que c'est très dangereux parce que ça installe l'idée que l'État va se substituer au système productif et aux entreprises pour assurer les revenus des Français quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose qui est tout à fait insoutenable. L'autre aspect qui est compliqué, c'est que même si c'est de manière indirecte, parce que c'est pas un chèque carburant, on l'a déguisé, mais en fait, c'est bel et bien une subvention à la consommation de carburants fossiles, juste à la veille de la COP26, et alors qu'on est sur une trajectoire d'augmentation de la température de la planète de 2,7 degrés à la fin du siècle, au lieu des 1,5 à 2 qui étaient fixés par l'accord de Paris. Et derrière, c'est vrai que la première chose, je pense, c'est de savoir ce à quoi on a affaire. C'est un peu comme pour la hausse des prix en général. Les banques centrales nous expliquent que c'est conjoncturel, que c'est uniquement lié à la sortie de la crise Covid. Pour l'énergie, on nous dit la même chose. Donc, c'est bien vrai qu'il y a une explosion de la demande. C'est bien vrai qu'il y a des contraintes d'offres parce qu'on a sous-investi. C'est bien vrai qu'il y a des problèmes de météo qui pèsent négativement sur la production des renouvelables. C'est bien vrai qu'il y a un chantage de Poutine pour obtenir des régulateurs allemands et européens qu'ils approuvent l'ouverture de Nord Stream. Mais derrière, en fait, on va avoir d'autres chocs énergétiques parce que les vraies raisons sont structurelles. Il y a la démographie, il y a l'urbanisation, il y a l'émergence du Sud, il y a le numérique, et il y a y compris la décarbonation de l'économie qui fait que, par exemple, si on veut sortir du charbon, ça veut dire qu'il va falloir, au moins à court terme, faire plus appel au gaz. Donc, l'important, c'est d'essayer de répondre à ce problème structurel. Et là, c'est vrai qu'on a un double problème français-européen. Un problème français parce que on a là encore laissé les choses de manière tout à fait immobile. Il y a un vrai problème sur le nucléaire. Si on veut continuer à en faire, il faut effectivement renouveler le parc actuel. C'est un atout considérable pour la France et c'est clairement le pivot sur lequel on peut construire la transition énergétique. Mais ça suppose un débat public, ça suppose aussi des décisions, et des décisions importantes, parce qu'il faut à la fois prolonger la durée de vie du parc actuel et puis savoir où on investit et dans quel type de machine. Et puis on a un problème européen qui est quand même un problème majeur. Pour aller vite, l'Union européenne s'est calée sur le modèle allemand, et le modèle allemand, il se trouve qu'il ne marche pas, puisque on va avoir un déficit de production en Allemagne d'au moins 10% en 2030 par rapport à la demande. Les Allemands ont dilapidé 500 milliards d'euros pour remettre du charbon et de la lignite partout. Je rappelle qu'aujourd'hui, en Allemagne, 1 kWh, c'est 377 grammes de carbone contre 50 en France. Et puis enfin, les Allemands se sont complètement mis dans la main de Poutine avec le gaz russe. Donc on a un triple problème de production et d'économie et de sécurité. Et contrairement à ce qui est dit, et je finirai par là, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs messages qui sont complètement faux. Le premier message, c'est que la consommation d'énergie va diminuer. C'est faux. Ça va devoir augmenter de 40% en France et de 50% en Europe d'ici à 2050. La deuxième idée fausse, c'est que tout ça va être gratuit et que le renouvelable, c'est gratuit et illimité. Non, rien n'est gratuit.
rien n'est illimité, et tout ça va devoir passer par une vraie stratégie. Et donc, pour moi, la stratégie européenne, c'est qu'il faut arrêter une fois de plus de ne regarder que la consommation et qu'il faut s'intéresser à l'offre. Il faut reprendre les choses d'un point de vue rationnel, c'est-à-dire que ce qui nous tue, c'est le carbone, et donc tout ce qui est décarboné, c'est bon, et le nucléaire fait partie des solutions de décarbonation. Il faut soutenir l'évolution, l'innovation dans le stockage, dans l'hydrogène, et puis raisonner en termes de sécurité, ce qui n'a pas été le cas. On ne peut pas continuer à être dans la main de Vladimir Poutine pour l'énergie. Et enfin, ne pas oublier la justice sociale. Mais n'oublions pas non plus que l'énergie, là encore, contrairement à ce qui est dit, c'est pas un bien de luxe. C'est un bien de première nécessité. Et donc, il faut savoir, et les Gilets jaunes l'ont bien montré, que si l'idée c'est d'expliquer que le chauffage, l'éclairage ou la mobilité, ce sont des options, eh bien, on va avoir de nouveau d'énormes problèmes de violence politique et sociale, et pas seulement en France. Nicole Nisotto. Oui, moi je ne sais pas quelle serait la bonne stratégie européenne ou française, parce que ce qui paraît fascinant et en même temps déprimant pour les décideurs politiques, c'est que l'énergie, c'est le moteur de 3 dynamiques totalement contradictoires. C'est le moteur de la mondialisation, parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance, en particulier en Chine et dans les pays en voie de développement, sans consommation d'énergie. Et la Chine est devenue, en 2021, le premier consommateur, par exemple, de gaz liquide au monde. C'est le moteur de la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il faut diminuer la consommation d'énergie fossile, là je suis d'accord avec Nicolas Bavré, pour éviter un réchauffement catastrophique de la planète, et c'était en même temps le cœur d'une dynamique sociale qui, dans le monde entier, souvenez-vous en 2019 ce qui s'est passé en Amérique latine, pratiquement toutes les rues, tous les peuples d'Amérique latine étaient dans la rue à cause d'une augmentation tellement brutale de l'énergie que les petites classes moyennes en étaient ruinées. Et donc, on a 3 dynamiques complètement contradictoires. Lucille parlait de concilier, si possible, la fin du mois et la fin du monde, mais je dirais que c'est encore plus. Il faut concilier une urgence économique, assurer la croissance, une urgence climatique, éviter 4 degrés de plus à la fin de ce siècle, et une urgence sociale, éviter la répétition partout de gilets jaunes. Et moi, je ne sais pas du tout comment il faut arbitrer. Donc ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction, me semble-t-il, elle est entre la nécessaire transition du modèle énergétique, de notre mode de consommation, et la révolution culturelle que cela implique. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, notre ministre de l'écologie, l'environnement, je ne sais plus comment on dit, Emmanuel Wargon, a dit que la maison individuelle était un non-sens écologique, économique et social. Ce qui est sans doute vrai sur le plan des militants de l'environnement et même sur le plan économique. Mais elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'effectivement, ce qu'elle disait était en contradiction totale avec le rêve civilisationnel des Français, et j'imagine de toutes les classes moyennes européennes, qui était d'avoir sa petite maison individuelle et sa voiture pour pouvoir aller au travail en ville. Et elle, ce qu'elle propose, c'est une révolution que les économistes disent inévitable sur le plan de l'habitat périurbain, c'est-à-dire ramener tout le monde en ville dans des tours qui seraient parfaitement bien, comment dit-on, protégées, qui seraient sobres en termes de consommation énergétique, donc ramener, c'est-à-dire un modèle chinois ou soviétique, c'est-à-dire des grandes tours en ville bien isolées. Et on voit bien là qu'il y a une contradiction, mais vraiment terrible, entre la révolution dans le mode de consommation énergétique qui est absolument nécessaire et la révolution culturelle civilisationnelle que ça implique qui est absolument inacceptable pour une majorité des Français. Donc ça me paraît encore une fois un arbitrage totalement impossible. J'avais un dernier mot, si je puis, Philippe, sur ce qui est intéressant aujourd'hui, me semble-t-il, dans la question énergétique, c'est qu'elle remet en cause complètement la géopolitique traditionnelle que l'on avait de l'énergie. On disait depuis longtemps, il y a des guerres du pétrole, et le pétrole, c'est une des raisons pour lesquelles les pays du Moyen-Orient sont à la fois les maîtres du monde et en même temps les théâtres de guerre, parce que le pétrole est le moteur de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cette géopolitique change, notamment avec les évolutions à la fois technologiques et l'évolution des prix. Sur les prix, si jamais on atteint des cours absolument insupportables pour les économies mondiales, alors le gaz iranien redevient très intéressant.
Et donc, on sera peut-être, y compris les Américains, amenés à négocier beaucoup plus vite avec l'Iran, ce que moi je souhaite. Et deuxièmement, sur la technologie, si on doit aller vers des innovations en termes de batteries de stockage, en termes de photovoltaïque, eh bien, ces innovations demandent des métaux qu'on appelle des terres rares, dont le monopole est en Chine. Et donc, on voit qu'il y a de nouveau une nouvelle géopolitique, plus en faveur de la Chine que l'ancienne géopolitique du pétrole et du gaz. Ce qui fait le modèle chinois, le modèle russe, c'est pas les tours, c'est la police. Il y a des tas de pays où Oui, il y a des mais tours aussi, dans lesquels... Richard Verly. Oui, mais bon. Sur le cas de la France en particulier, en ce qui concerne l'énergie, d'abord une première observation, je trouve qu'Emmanuel Macron n'est pas bon. Très clairement, il s'abrite derrière des rapports, derrière des prédictions, derrière des projections que peu de personnes lisent, que peu de personnes comprennent. Et lui, qui est plutôt un très bon communicant dans d'autres domaines, il l'a été par exemple pour vanter à son électorat la Startup Nation au début de son mandat, je trouve qu'il est pas à son aise sur cette question énergétique. Et pourquoi il n'est pas à son aise? C'est très simple, parce qu'il est lui-même fondamentalement très ambigu. C'est-à-dire qu'il n'est écologiste que par opportunisme. Et au fond, on sait ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot, pas besoin de refaire le feuilleton, et il est lui-même la proie, ou en tout cas la cible de lobbies, semble-t-il, très influents, et on a quand même l'impression, en tout cas, c'était celle que j'ai eue en tant que correspondant à Paris, lorsqu'il s'est exprimé sur le plan 2030, qu'il parlait pour le lobby du nucléaire. On avait quand même l'impression que c'est cette version-là qui l'a servi. Or, en France, ça compte. La crédibilité du président de la République sur ces sujets-là, puisque, on le sait, tout remonte à Paris, et à Paris, tout remonte à l'Élysée. Donc ça, c'est ma première observation, et je pense que ce problème-là va durer, parce que, encore une fois, d'une part, Emmanuel Macron, je trouve, n'est pas convaincant, et parmi les candidats annoncés, à l'exception peut-être du candidat écologiste dont ce sera le thème principal, je n'en vois pas d'autres qui soient très convaincants, et Anne Hidalgo à gauche qui a tenté de s'engouffrer dans cette direction, visiblement, ça n'est pas très concluant. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, la France a un problème parce qu'il y a deux non-dits, je trouve, qui sont très rarement abordés. Bruno Le Maire a essayé de le faire, donc le ministre des Finances, et il s'est retiré. La première non-dit, c'est celui du coût de la transition écologique. Il faut dire aux Français la vérité, pas seulement aux Français d'ailleurs, mais là on parle de la France. La transition écologique, la décarbonation, ça va coûter très cher. Par exemple, la décarbonation de la seule usine Mittal de Dunkerque, vous savez, les hauts fourneaux de Dunkerque, va coûter plusieurs milliards d'euros. Et donc, quand vous dites que ça va coûter très cher, ça veut dire qu'immanquablement, le budget de l'État va devoir pourvoir à ces coûts, les taxes vont augmenter et les gens vont payer le prix. Et ça, je crois que personne n'ose le dire. Ce moment va être extrêmement difficile dans une situation économique que l'on sait compliquée. Le deuxième non-dit qui est particulièrement vrai en France, c'est que la France s'est pris ou se prend parfois pour une start-up nation, c'était le discours d'Emmanuel Macron, mais les nouvelles technologies sont extrêmement consommatrices d'énergie. Et là, je crois qu'il va falloir commencer à dire la vérité. Il faut commencer à dire que tous ces ordinateurs qui vrombissent quelquefois dans des sous-sols réfrigérés à air conditionné, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, tout ce discours qu'on a aujourd'hui sur le télétravail, par exemple, et là encore, là sur ce point-là, c'est pas du tout spécifique à la France. Moi, je trouve ça ahurissant. Parce que cette idée que on peut télétravailler de n'importe où, la réalité, c'est quand on télétravaille à la campagne, dans des maisons isolées, il faut que l'électricité vous arrive, etc., etc. Donc voilà. Donc moi, je suis surpris de ces non-dits. Et enfin, pour être plus constructif, je dirais deux choses. D'abord, je trouve que la controverse sur les éoliennes est une très bonne nouvelle. La controverse, à savoir si on se promène en France, on le voit tous dans les villages, halte aux éoliennes, etc. C'est une très bonne nouvelle parce que ça va obliger, d'une part, les défenseurs des éoliennes, et en particulier, je ne sais pas si on peut les appeler les promoteurs, les constructeurs de ces éoliennes, à s'expliquer et à garantir que ce qu'ils font n'est pas simplement, au fond, des énormes cuves de béton sur lesquelles on plante une éolienne dont on ne sait pas trop si dans 10 ans elle sera encore opérationnelle. Donc il va y avoir un effort d'information à faire, et je pense que les Français, mais au-delà, les Européens ont besoin, notamment pour les éoliennes qui sont
onshore, donc sur le continent, de savoir ce qu'il en est. Donc je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut se saisir de ce dossier. Et enfin, deuxième affaire sur le nucléaire. La question du nucléaire, elle est très simple en France, et c'est là où on rejoint les citoyens. Qu'un jour, EDF dise combien ça coûte aussi. Parce que on voit voler les milliards quand il s'agit du réacteur EPR. On a l'impression, là aussi, le quoi qu'il en coûte, très franchement, pour le nucléaire, en France, ça fait longtemps qu'il existe. Donc, il faudrait un audit du nucléaire français, à la fois des vertus du coût du nucléaire, et cet audit-là, je ne le vois pas venir, je ne vois venir que des rapports qui font des préconisations sans véritablement auditer ce qui se passe. Nicolas Bavrez. Je voulais juste donner peut-être une note aussi positive pour dire que l'arbitrage qu'évoquait Nicole Niesotto, en réalité, il n'est pas si impossible que ça, et répondre aussi à Richard Verly sur les coûts. Si on reprend les choses avec un peu de bon sens, d'abord, la première, parce qu'on mélange tout, la biodiversité, etc., il faut revenir à une chose très claire et très simple. Premièrement, ce qui nous tue, c'est le carbone. Et donc, ce qu'il faut, c'est décarboner méthodiquement l'énergie, le transport, le logement. L'énergie, il y a par exemple un cas d'école, il est complètement absurde de faire le choix allemand de quitter le nucléaire pour remettre de la lignite partout dans un système électrique. C'est une aberration écologique. Deuxièmement, sur les technologies, on a quand même des percées qui sont extrêmement spectaculaires. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur la voiture électrique, c'est très impressionnant. Et donc, c'est vrai qu'il faut mettre de l'argent sur les technologies, y compris d'ailleurs la captation du carbone. Troisièmement, combien ça coûte ? En fait, c'est pas démesuré. Ça coûte 2 à 3% du PIB mondial par an. Il faut savoir que l'investissement mondial aujourd'hui, c'est 23% du PIB. Donc, ça veut dire de passer de 23 à 26 ou 27. On peut d'ailleurs dire que ce qui est dommage dans les plans de relance, c'est que sur les plans de relance mondiaux, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est 17 à 19%. C'est vrai qu'on aurait sûrement pu faire mieux. Si je reprends l'impact sur le pouvoir d'achat, en fait, c'est un choc pétrolier. L'impact sur le pouvoir d'achat, c'est 3,6-3,7% du revenu des ménages. C'est exactement le choc pétrolier des années 70. Donc oui, ça a été violent, mais on a quand même réussi à le gérer. Et enfin, économiquement, on a l'outil. L'outil, il est connu, c'est le prix du carbone. Pourquoi ? Parce qu'avec le prix, tout le monde est obligé de le prendre en compte, qu'on soit épargnant, investisseur, consommateur, producteur. Et à ce moment-là, ça bouge. Et l'autre intérêt du prix du carbone, c'est qu'il permet de faire de la redistribution sociale. Et si on a un ajustement aux frontières, il permet de gérer les problèmes de compétitivité. Donc tout ça pour dire que, au-delà de l'idéologie, si on commence à regarder les choses possibles, en réalité, ça ne serait pas si compliqué d'avoir une stratégie qui tienne la route et qui réconcilie ce fameux problème de la fin du monde et de la fin du mois. Lucille Schmitt. Oui, Richard nous disait que Emmanuel Macron n'était pas très bon politiquement sur ces sujets parce qu'il s'abritait derrière des rapports. Je pense qu'il faut être conscient du fait que la question énergétique en France est une question à la fois d'identité nationale et un sujet ultra technique sur lequel nous n'avons jamais eu de débat national. Et du coup, moi, personnellement, je pense qu'il est bienvenu que RTE ait produit ce rapport qui, d'une certaine manière, est le premier rapport qui assume qu'on peut à la fois faire du nucléaire et du renouvelable et que ce sera nécessaire. Alors que Emmanuel Macron s'abrite derrière cela, je ne sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il introduit avec ce rapport, et je pense que ce rapport n'est pas là, comme je le disais tout à l'heure par hasard, la possibilité que la campagne électorale politique fasse de l'énergie un sujet important, alors même que jusqu'à présent, c'est slogan contre slogan, je suis anti-éolien, je suis pro-nucléaire. Donc il y a quelque chose qui me semble assez fort. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'était le fait que ça met aussi les citoyens devant leurs propres contradictions. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est à la fois consommateur, pourrait devenir producteur d'électricité, comme c'est le cas en Allemagne, lorsqu'il y a des communautés, des coopératives qui se mettent à produire de l'éolien ou acheter des panneaux photovoltaïques, produire grâce à cela. Et par ailleurs, est également citoyen, c'est-à-dire pour qui vas-tu voter en fonction du fait que tu ne veux pas d'éoliennes à côté de chez toi, etc. Donc ces trois attitudes, il va falloir à un moment ou à un autre que les citoyens se posent la question de comment est-ce qu'ils les réconcilient. Est-ce qu'ils veulent
un prix d'électricité artificiellement bas, parce que par ailleurs EDF est quand même une entreprise extrêmement endettée, à peu près 35 milliards d'euros, et que ça coûte cher aux contribuables français sans qu'on le dise? Est-ce qu'ils souhaitent assumer le risque du nucléaire pour ne pas avoir d'éoliennes à côté de chez eux? Parce que le nucléaire est extraordinairement concentré en termes d'aménagement, ce qui n'est pas le cas évidemment du renouvelable, et que par ailleurs, ce qui a été dit dans le rapport de RTE, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on ne pourra pas mettre des capacités nucléaires n'importe où, il faudra sans doute les mettre le long des côtes et non plus le long des fleuves qui n'auront plus assez d'eau. Donc ça implique de transformer le paysage français, le nucléaire comme l'éolien. Donc on est face à des choix qui au fond concernent l'ensemble de la communauté nationale, et ça je trouve ça assez passionnant, même si les moments de campagne électorale ne sont pas toujours le meilleur moment pour avoir des débats dépassionnés. Nicole Desautos. Juste un mot sur la France et le nucléaire. Moi je suis effectivement convaincue que le nucléaire est une énergie d'avenir parce qu'elle est décarbonée. Mais quand on regarde quand même les chiffres et la situation de la France dans l'ensemble européen, le nucléaire ne nous avantage pas du tout. Parce que la vraie question, c'est le prix des énergies fossiles. Or, dans le monde, 80% de l'énergie consommée est encore de l'énergie fossile. Et donc, que la France soit privilégiée ou ait un avantage comparatif sur le nucléaire n'empêche pas que nous avons un problème d'augmentation du prix de l'énergie, du prix de l'essence. Et ce qui m'a beaucoup étonné, mais j'en crois le rapport que l'on vient de citer, c'est qu'en France, le mix énergétique français est encore à plus de 60%. Un mix d'énergie fossile. Et donc, je crois qu'on peut être pour le nucléaire, mais qu'il ne faut quand même pas se faire des illusions sur le fait que ça sera la solution d'avenir. Richard Verly. Oui, peut-être un point sur la question européenne. Je pense que la difficulté qu'a aussi Emmanuel Macron à faire passer un message clair, c'est que sur ce sujet, l'Europe est désunie. Il y a un marché européen de l'électricité, mais il n'y a pas une souveraineté européenne en matière d'énergie. Et ça, je crois que si ça continue, on va voir ce que donne le nouveau gouvernement allemand, la nouvelle coalition, mais là, on a un vrai problème, parce que sur ce dossier de l'énergie, qui est un dossier par définition mondial, si l'Europe est désunie, on n'arrivera pas à véritablement opérer le basculement qu'il faut. Je vous remercie. Intéressons-nous, si vous voulez bien, maintenant à ce qui se passe autour de Taïwan et à l'émergence peut-être d'une nouvelle guerre froide. Le 18 octobre, 2 navires de guerre américains et canadiens ont traversé le détroit de Taïwan. Dans un communiqué, cette opération était revendiquée comme permettant un Indo-Pacifique libre et ouvert. De Pékin, l'armée populaire de libération a condamné la provocation de troubles compromettant gravement la paix et la stabilité du détroit, en rappelant que Formose fait partie du territoire chinois. Ces tensions se sont accrues lorsque Washington a appelé ses alliés, je cite, à soutenir une participation significative et robuste de Taïwan au sein des institutions de l'ONU, et que les soldats américains ont pris position sur l'île le 27 octobre pour la première fois depuis 40 ans. La résurgence de ces confrontations autour du statut de Taïwan survient au cœur de ce qu'un grand nombre d'observateurs et d'acteurs qualifient de nouvelle guerre froide. L'expression a été reprise par le ministre des Affaires étrangères chinois dès juin 2020 et plus récemment par Joe Biden lors de son allocution à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies fin septembre. Depuis la pandémie du coronavirus, à l'origine de laquelle le rôle de la Chine n'est pas clarifié et dont les conséquences économiques ont sensiblement modifié les équilibres entre puissances, l'opposition entre démocratie et régimes autoritaires s'amplifie et se radicalise. Le directeur de la CIA, William Burns, a annoncé début octobre la création d'une unité spécialisée consacrée à la Chine qui aura à évaluer, je cite, la menace la plus importante à laquelle nous sommes confrontés au XXIe siècle, un gouvernement chinois de plus en plus hostile. Fin de citation. Le parallèle avec la confrontation entre ces mêmes États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques est renforcé par la stratégie d'endiguement de la Chine, par les partenariats stratégiques de Washington en Asie et en Océanie accélérés ces derniers mois aux dépens parfois d'alliés européens, et dans ce retour progressif aux logiques bipolaires, l'Europe se trouve tiraillée entre la tutelle américaine et le flux massif de capitaux chinois sur le continent, tiraillement qui perturbe sa capacité à dégager une autonomie stratégique. Malgré tout, pour Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Pékin et à Moscou, je cite, « L'Union européenne, facteur d'équilibre entre les deux et productrice de normes, aura sa partition à jouer. » Dominique Moisy conclut pour Les Échos, « Les comparaisons historiques sont utiles, elles mettent en perspective le présent, elles peuvent aussi être dangereuses, soit parce qu'elles créent une illusion rétrospective de fatalité,
soit parce qu'elle masque la radicalité nouvelle du présent. Sur cette question, Nicole Nesotto. Oui, merci Philippe. Quand on parle de nouvelle guerre froide, je crois qu'il faut distinguer le mot et la chose. Le mot me paraît juste, assez pertinent, parce qu'il décrit bien cette espèce d'affrontement global entre deux systèmes politiques, les démocraties occidentales d'un côté et le communisme ou les autoritarismes de l'autre, et qu'il décrit en même temps, dans cet affrontement, l'impossibilité d'une guerre totale à cause de la dissuasion nucléaire. Et on se retrouve donc dans ce que Raymond Aron avait simplifié d'une formule absolument géniale, dans une situation de guerre impossible, mais paix improbable entre les États-Unis et la Chine. Donc le mot est assez juste. Ce qui est très différent, c'est la chose. Aujourd'hui, les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont strictement rien à voir avec les relations entre les États-Unis ou l'Occident d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Pourquoi ? Mais parce que dans la guerre froide, il y avait une opposition systématique, totale, marquée par un mur à Berlin, marquée par le gap de Fulda, où il y avait 300 000 soldats de l'armée rouge et de l'OTAN face à face. Donc c'était une opposition totale entre deux blocs qui ne commerçaient pas, qui ne parlaient pas, qui n'avaient aucune relation. Aujourd'hui, la Chine est à la fois l'adversaire systémique, comme on dit maintenant, c'est le nouveau mot à la mode à l'OTAN, des États-Unis, mais c'est son partenaire commercial absolument inévitable. Et ça, dans l'histoire des relations internationales, ça n'a jamais existé. Qu'un ennemi soit à la fois votre principal partenaire commercial, c'est une situation totalement inouïe dans l'histoire des relations internationales. Donc le mot de guerre froide n'est absolument pas adapté. La Chine, par exemple, c'est 2000 milliards de dettes américaines. La Chine achète des dettes américaines et crée une interdépendance très très forte entre les deux pays. C'est la deuxième économie mondiale depuis 2016. C'est le premier exportateur commercial depuis 2 ans. Et donc, on ne peut comment vouloir être en guerre avec le pays qui est la cause et le responsable de votre principale croissance. Ça, je crois qu'il faut bien voir que donc ça n'est pas de la guerre froide, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé le concept pour définir ce nouveau type de relation. Deuxième point, les États-Unis, malgré la complexité de ce système d'un ennemi qui est à la fois votre partenaire, les États-Unis adoptent, malgré cette complexité, un concept stratégique extrêmement simple, qui est la rivalité systémique avec la Chine, autrement dit le containment systématique de la menace chinoise, avec l'invention d'une nouvelle zone, l'Indo-Pacifique, qui correspond à ce qu'était pendant la guerre froide la zone de l'Atlantique Nord, l'invention de nouvelles alliances locus avec les Britanniques et les Australiens, qui correspond à ce qu'était l'OTAN pendant la guerre froide, et donc quelque chose de très simple qui est calqué, dupliqué de ce qu'ils avaient eux-mêmes créé pendant la guerre froide. Et avec ce système, les États-Unis espèrent dissuader, contenir, refouler, je ne sais pas quel est le bon mot, la puissance chinoise. Et Taïwan se retrouve à l'épicentre de cette confrontation. Et j'allais dire les pauvres Taïwanais, alors que certains considèrent comme le Berlin de la guerre froide. Je crois que c'est totalement différent parce que Taïwan n'est pas divisé d'une part et d'autre part, c'est la Chine communiste qui exige la réunification, alors que pendant la guerre froide, c'était nous, l'Occident, qui voulions la réunification de l'Allemagne. Mais en tout cas, Taïwan se trouve au cœur de cet épicentre avec une stratégie américaine qui est très intéressante, qui a été jusqu'à maintenant ce que les Américains eux-mêmes appelaient l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire ne jamais dire qu'on défendra Taïwan, ne jamais nier qu'on le défendra. Et ça, c'est vrai depuis 1979, c'est-à-dire depuis que les Américains ont établi des relations diplomatiques avec la Chine. C'est la doctrine américaine vis-à-vis de Taïwan. On ne défend pas, mais on ne nie pas qu'on le fera, mais on vend des armes purement défensives. Et puis tout d'un coup, depuis 3 ans, cette stratégie américaine est nuancée. La première infraction a été Donald Trump. Souvenez-vous, pendant sa campagne électorale, en 2016, il n'était pas encore élu, il a dit « Mais pourquoi de Chine ? Mais pourquoi je ne reconnaîtrais pas Taïwan ?» avec la naïveté à l'époque qui était celle du candidat. Tout le State Department lui est tombé dessus et donc il est revenu à la doctrine américaine. On ne reconnaît pas Taïwan, mais on lui vend des armes. Deuxième infraction, Joe Biden, qui a dit l'autre jour très clairement « Oui, s'il le fallait, les Américains défendraient Taïwan ». Il a été démenti immédiatement par le secrétaire d'État
à la Défense, c'est quand même pas n'importe qui, son ministre de la Défense, par tout le département d'État qui a dit qu'il n'y avait aucun changement dans la doctrine américaine de façon à apaiser les choses, mais on voit bien quand même que de la part de Joe Biden, il y a une évolution vers une clarification de la relation avec Taïwan qui, à mon sens, n'est pas le signe d'une pacification très claire dans la région. Nicolas Bavrez. Alors, pour répondre à Nicole Niesotto, il me semble que malheureusement, cette situation n'est pas du tout inédite. Si on regarde 1914, on a bien l'Angleterre qui est la puissance financière encore dominante dans le monde, l'Allemagne qui est la puissance industrielle qui monte et vers laquelle va le système. Les relations commerciales, financières sont extrêmement imbriquées entre les deux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les patronats européens seront tous hostiles à la guerre et essaieront de privilégier la paix, ce qui montre d'ailleurs que, contrairement à ce que raconte Lénine, la guerre ou l'impérialisme ne sont pas du tout le stade suprême du capitalisme, puisque les capitalistes étaient pour la paix et pas du tout pour la guerre. Et comme chacun sait, la déflagration a eu lieu et ça a été la fin de l'Europe libérale et ça nourrit cette théorie du syndrome de Thucydide. Aujourd'hui, on a quand même des choses qui y ressemblent. Donc la première, c'est l'évolution de la Chine, qui est une évolution extrêmement dangereuse, agressive et inquiétante. L'évolution intérieure avec Xi Jinping, d'abord, il y a l'annonce officielle de la volonté d'exercer le leadership mondial en 2049. Là aussi, il faut écouter ce que disent les dirigeants quand même. Ça a été dit très clairement au 19e congrès du Parti communiste. Un durcissement du totalitarisme, un Big Brother numérique qui contrôle la population, maintenant la fermeture économique, une agressivité extrême en mer de Chine, mais aussi vis-à-vis de l'Inde dans le Ladakh, la reprise en main de Hong Kong qui n'est plus maintenant qu'un marché régional, et puis la stratégie des routes de la soie qui encercle l'Occident. Donc ça fait quand même beaucoup, et on peut d'ailleurs s'étonner qu'il ait fallu autant de temps aux États-Unis pour s'inquiéter. Donc la réaction des États-Unis a été d'abord extrêmement, j'allais dire, improvisé, émotionnel. Ça a été Trump qui a liquidé le plus bel instrument de cantonnement de la Chine, qui était le pacte transpacifique. Avec Biden, il y a l'essai d'avoir quelque chose de plus organisé, mais malheureusement, ce qu'on a vu avec l'Australie, c'est que le réalignement de l'Amérique, de l'Europe et puis des démocraties asiatiques, qui serait la bonne stratégie, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exécution n'est pas formidable. En tout cas, ce qu'on voit quand même, et ça c'est quand même un vrai effet de guerre froide, c'est la mise en place des blocs en Asie-Pacifique. Et c'est assez impressionnant, puisqu'on a d'un côté la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan des talibans et la Corée du Nord. Et de l'autre côté, on a les États-Unis avec le noyau AUKUS, Australie, Royaume-Uni. Et puis derrière le Quad avec le Japon, l'Inde et derrière la Corée du Sud et Taïwan. Et c'est vrai que par rapport à la formule de Raymond Aron, qui était paix impossible et guerre improbable, aujourd'hui, on a toujours la paix impossible, mais on a la guerre qui est possible. Elle est possible, pourquoi ? À cause de ce syndrome de Thucydide. C'est vrai que la Chine a clairement cédé à la démesure et est en train de faire la même faute que Guillaume II en 1914. On a clairement aux États-Unis toute une partie des dirigeants qui se disent que c'est le moment d'arrêter la Chine et que ce sera plus possible de le faire en 2030 ou 2035. Et la dernière chose qui est quand même très inquiétante, c'est qu'il faut rappeler que l'Asie est une région très particulière parce qu'il n'y a pas eu de traité de paix à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il n'y a pas du tout, et ça les États-Unis l'ont proposé et la Chine l'a refusé, ce qui est intéressant sur Taïwan, il n'y a pas de téléphone rouge, il n'y a pas de système de gestion des incidents, et ce à la demande de la Chine. Donc c'est pour ça qu'on a quand même aujourd'hui une situation qui me semble très particulière et très dangereuse. Lucille Schmitt. Oui, je voyais que les commentateurs sur cette situation de tension très grave qu'ont décrit Nicole et Nicolas parlent de somnambuler vers un conflit. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'au fond, même si on ne le souhaite pas,
ou si on ne le souhaite pas explicitement et consciemment, il est possible que la guerre arrive. Et cette histoire de somnambulation me semble très intéressante, très différente effectivement de la situation de guerre froide. Je voulais juste rappeler que c'est George Orwell en 1945 et non pas Raymond Aron qui a utilisé le terme de guerre froide. Raymond Aron en fait l'a explicité, c'est ça que je trouve très intéressant, et peut-être qu'il faudrait expliciter l'idée de la guerre froide 2.0 d'une manière différente aujourd'hui. Ça c'est un point essentiel. Est-ce qu'on peut somnambuler à partir d'une situation de guerre froide vers un conflit? La deuxième chose qui me semble importante, c'est que, au fond, la pandémie a dévoilé ce qu'était le régime chinois. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu ce moment de dévoilement express avec un régime, d'abord, qui a traité sa population extrêmement mal. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de suicides en Chine, que les gens ont été retenus prisonniers dans leur maison. Ensuite, qu'il y a eu évidemment un bidouillage des chiffres et qu'on ne sait pas combien il y a eu de morts en Chine. Et que par ailleurs, on s'est aperçu à ce moment-là notre extrême dépendance économique, financière, j'allais dire aussi civilisationnelle à la Chine, et que je crois que la pandémie a été un moment de déclenchement, peut-être d'une prise de conscience pour nous, l'ensemble de l'Occident, sur au fond ce que visait le régime chinois, alors que le doux commerce nous avait endormis. Ça me semble un élément essentiel. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est que tout le monde pensait que Donald Trump était un fou dangereux. Et qu'on voit bien qu'au fond, avec la politique menée par Joe Biden, peut-être est-il plus raisonnable, mais que le fait de désigner la Chine comme le grand ennemi est quelque chose qu'il a en commun avec Donald Trump, et que par ailleurs l'opinion publique américaine aujourd'hui est convaincue à presque 50% du fait que la Chine est l'ennemi principal. Donc on est dans une situation de basculement des États-Unis, et cela pose évidemment, ça a été dit par Nicole et Nicolas, ça pose évidemment la question de l'attitude que peut adopter l'Europe. On a l'AUKUS, on a le Quad, mais dans le même temps, l'Union européenne avait sorti sa stratégie pour l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, à la demande d'Emmanuel Macron en septembre, c'est passé complètement inaperçu parce que d'une certaine manière, l'Europe donne toujours le sentiment de ramer derrière ses puissances agressives et offensives. Et ça pose donc la question, me semble-t-il, de savoir si nous pouvons avoir une puissance européenne ou pas sur le plan stratégique, et comment est-ce qu'on peut imaginer cette existence non plus simplement d'un soft power européen, mais d'un pouvoir stratégique, d'une manière de peser pour l'Union européenne dans le sort du monde. Richard Verly. La question qui nous est posée, est-ce une nouvelle guerre froide? Je crois que la réponse est claire, non. C'est une guerre chaude. La guerre chaude est engagée entre les États-Unis et la Chine. Elle n'est pas encore engagée directement sur le plan militaire, mais de fait, les États-Unis sont en train de mettre en scène, et on sait combien ils sont bons pour ça, une confrontation quasiment inéluctable avec la Chine. Regardez ce livre qui est un best-seller aux États-Unis, 2034, un roman donc qui met en opposition la marine américaine et la marine chinoise, écrit par qui? Par un ancien chef d'état-major de l'OTAN, l'amiral James Stavridis. Donc il y a, on voit bien, du côté des États-Unis, une préparation des esprits à ce qui est perçu à un moment donné comme une possible confrontation militaire. Et cette confrontation militaire, si on regarde du côté chinois et du côté de Taïwan, elle a tous les ingrédients du fait qu'elle pourrait arriver. Donc ce n'est pas une guerre froide, c'est une guerre chaude, je dirais, dans ses moments les plus tièdes, mais qui à tout moment peut terriblement se réchauffer. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut apporter pour bien comprendre ce qui peut se passer. D'abord, moi je suis très frappé autour de cette table. On parle de la Chine, on parle de Taïwan, on oublie deux acteurs majeurs de la région que sont le Japon et la Corée du Sud. N'oublions pas que les États-Unis ne sont pas isolés pour défendre Taïwan. Ils ont sur place deux alliés qui sont des alliés très forts, et les forces conjuguées américaines, coréennes, japonaises et taïwanaises, c'est quand même tout autre chose que les forces taïwanaises seules face à la Chine. Donc ne l'oublions pas. Deuxième élément, il y a cette idée très installée en Europe et en Occident d'une manière générale que la Chine, de toute manière, règne en maître en Asie-Pacifique. C'est la puissance chinoise immémoriale, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez énormément, c'est vrai, d'influence économique chinoise en Asie du Sud-Est notamment, mais beaucoup de ces pays ne sont pas dupes. Il y a ceux que la Chine a achetés, en général des petits pays, que ce soit dans le Pacifique ou bien des pays d'Asie du Sud-Est comme le Cambodge ou le Laos, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des puissances, disons, émergentes moyennes, à commencer par son ennemi irréductible qu'est le Vietnam, son adversaire immémorial. Ces pays ne sont pas du tout prêts à subir une influence chinoise, et en général, ça s'est toujours fini dans l'histoire par des pogroms anti-chinois. L'Indonésie en est un bon exemple. À un moment donné, vous avez des dizaines de milliers, de Chinois qui finissent la tête sur une pique parce que les populations locales se sont révoltées. Donc là aussi, c'est pas du tout sûr que la Chine ait les moyens de contrôler cette zone comme on semble un peu vite le dire. Enfin, dernier élément, il y a
un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, il y a une arme de guerre, c'est les relocalisations industrielles. Si l'Occident est sérieux, si l'Union européenne est sérieuse, si les États-Unis tiennent bon sur le front des relocalisations industrielles qu'on estime indispensables après la pandémie, ce sera difficile, mais là, la Chine sera, dans les 10 années à venir, dans une position beaucoup plus vulnérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc oui, c'est une guerre pour laquelle l'Occident a de très bonnes armes, et la Chine n'est pas si bien engagée que ça. Nicole Niesotto. Trois nuances. Un, par rapport à la logique de bloc dont parlait Nicolas Bavray, je ne crois pas du tout. Il y a un bloc qui est la Chine et le reste est complètement divisé. L'Inde est alliée avec les États-Unis contre la Chine, est alliée avec la Chine contre le Pakistan. L'Australie est membre du plus grand accord de libre-échange avec la Chine tout en étant alliée avec les États-Unis. Donc c'est le bazar du côté occidental. Deuxièmement, sur la guerre. Est-ce que la guerre est possible ? Je ne crois pas du tout sur le plan intentionnel. Je ne crois pas à une guerre intentionnelle. En revanche, une guerre par inadvertance, c'est-à-dire un mauvais calcul des intentions de l'adversaire, oui, ça c'est possible. On en a eu des exemples dans l'histoire. Une guerre par inadvertance limitée sur Taïwan. Ça, je crois que c'est un scénario possible, mais pas du tout une guerre mondiale à cause de la dissuasion nucléaire. Et dernier point sur l'Europe, que devraient faire les Européens ? Je crois que là, pour le coup, la stratégie des Européens devrait être ni déni de la menace chinoise, ça, je suis d'accord avec Nicolas, mais ni suivisme de la politique américaine qui ne nous emmène, nous, Européens, nulle part. Nulle part. Nous n'avons aucune chance d'exister à l'avenir comme simple piétaille de la stratégie américaine contre la Chine. Nicolas Bavray. Deux remarques. La première pour dire que la référence au somnambule, c'est la référence, oui, à 1914 précisément. Et puis dire que ça nous montre en tout cas bien que l'enjeu principal du XXIe siècle, c'est de nouveau la liberté politique entre les démocraties et puis ces régimes totalitaires ou les démocratures. Et je rejoins ce qui était dit par Richard Verly. Il ne faut jamais oublier que ce qui peut être intéressant dans la référence à la guerre froide, c'est que le vrai dénouement, la dernière fois, s'est fait par l'effondrement donc du camp soviétique. Et que la première chose à faire pour les démocraties, c'est de traiter leurs problèmes. Aujourd'hui, la Chine de Xi est surtout forte des faiblesses des démocraties. Elle a de fait d'énormes problèmes intérieurs, des problèmes économiques, des problèmes aussi avec sa société, mais c'est vrai que ces problèmes peuvent pousser Xi Jinping à des aventures extérieures. Donc ça n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la paix, il faut le traiter, mais ne surestimons pas effectivement la force du régime chinois et surtout soignons nos mots. Lucille Schmitt. Un tout petit mot pour dire une chose, c'est que Xi Jinping, dont vient de parler Nicolas Bavray, nous démontre que certes c'est un régime, certes nous sommes au temps du communisme, mais que le tempérament compte aussi, et qu'on voit bien que c'est un tempérament ultra-offensif et que Xi Jinping n'hésite pas à tenir des discours ultra-agressifs et à tenir des discours qui sont aussi contradictoires. C'est-à-dire que, par exemple, je voulais rappeler une chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est que depuis 2018, dans la constitution chinoise, le terme de civilisation écologique a été inscrit, mais uniquement dans un but offensif et avec l'idée que ça renforce la puissance chinoise. Donc on est là face à quelque chose qui montre comment l'Union européenne, par rapport à ce que disait Nicole Niesotto, doit au contraire installer l'idée d'une puissance totalement différente, et que Xi Jinping est aussi quelqu'un qu'il importe de contenir, pas seulement le régime chinois, aussi comme personnalité. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en vous demandant si vous connaissez le Zugzwang. Vous connaissez le Zugzwang. Si vous êtes joueur d'échecs, c'est la configuration, peut-être d'ailleurs proche de celle qu'on vient de décrire, dans laquelle, quel que soit le coup joué, il ne pourra que dégrader votre position. Books, où je puise ma science, Books qui est devenu trimestriel à sa reparution récente, Books consacre tout son dossier aux préjugés. Testez vos préjugés est le titre de la revue. Vos préjugés sur le Parti communiste chinois, vos préjugés contre le foie gras, vos préjugés ou ceux des nouveaux censeurs contre l'Odyssée, contre le théâtre de Shakespeare, contre le président Thomas Jefferson, bref, tous les préjugés dont d'Alembert écrivait « Les préjugés de quelque espèce qu'ils puissent être ne se détruisent pas en les heurtant de front ». Il m'a semblé entendre un écho avec l'actualité et je me suis demandé si nous étions prêts de sortir du Zugzwang. Lucille Schmitt.
Écoutez, cher Philippe, suis-je dans le domaine des préjugés du Zugzwang? Je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais recommander un ouvrage que je trouve très, très fort, qui s'appelle Une histoire des luttes pour l'environnement de quatre historiens. Ce qui est intéressant... Quatre historiens, Oh, excusez-moi, je pense que je vais me faire... Je pense que maintenant, je vais être exclu du nouvel esprit public. Oui, J'ai laissé... Je préfère établir un système d'amende, si vous n'y voyez pas d'accord. Pas de problème, Philippe, je courbe la tête. En tout cas, 4 historiens. Et je trouve que ce qui est très intéressant, on l'a vu, c'est que réinscrire des choses qui apparaissent neuves ou qui nous semblent d'une actualité brûlante dans l'histoire aide à comprendre, au fond, leur force, leur intensité. Je voulais là-dessus donner un exemple qui peut-être plaira à Philippe pour me faire pardonner. Dès 1830, en Ariège, face à un nouveau code forestier, mobilisation des paysans pour combattre, au fond, la privatisation des forêts. Je voulais aussi donner un exemple beaucoup plus, quelque part plus exotique, c'est comment, au fond, les Anglais ont été les premiers à créer une société protectrice des animaux en 1824, mais il s'agissait bien sûr d'une société royale. Bref, en tout cas, c'est un livre qui nous permet d'inscrire la question écologique quelque part dans une forme d'humour quand on regarde le jeu d'acteurs, ce qui n'est pas si simple, et puis qui permet d'avoir ce sentiment qu'au fond, nous n'inventons rien, mais nous redonnons une intensité aux choses, à des choses qui ont pris depuis plus d'urgence. Richard Verly. Eh bien, moi, je voudrais faire un détour historique pour cette brève. On parle beaucoup en ce moment, notamment dans la bouche d'Éric Zemmour, du régime de Vichy. Et il y eut un témoin de ce régime de Vichy qui a livré un livre de mémoire très intéressant, c'est l'ambassadeur de Suisse, Walter Stücki. Il était d'abord ambassadeur de France à Paris avant la guerre, il est ensuite parti à Vichy pour s'y établir et il y est devenu le confident du maréchal Pétain qu'il visitait régulièrement. Et ce qu'il raconte, c'est ni plus ni moins un régime absolument fantoche. Un régime où toutes les personnalités politiques étaient soit d'affreux manipulateurs, soit de sinistres manipulés. Et donc je trouve que c'est très intéressant. Son ouvrage qui s'appelle « La fin du régime de Vichy » vient d'être publié par une petite maison d'édition helvétique qui s'appelle La Baconnière. Et je rappellerai aussi à ceux qui l'auraient oublié et qui aujourd'hui tentent de réhabiliter Vichy que le maréchal Pétain fut rendu aux Français par les Suisses, puisqu'à son retour de Sigmaringen, il avait eu la bonne idée de passer par la Confédération helvétique. Et c'est le même Walter Stücki, cet ambassadeur, qui est allé l'accueillir à la frontière, dit-on, avec des chocolats, pour le remettre 2 jours après au général Koenig, qui représentait la France libre. Donc c'est la fin du régime du Vichy par Walter Stücki aux éditions La Baconnière. Méfiez-vous des Suisses quand ils arrivent avec du chocolat. Nicole Nesotto. Alors moi, je vais revenir à la littérature pure en vous recommandant le dernier ouvrage de Richard Ford, intitulé Rien à déclarer, paru aux éditions de l'Olivier. Pour ceux qui ne connaissent pas Richard Ford, c'est un auteur américain absolument exceptionnel, qui a un héros qui s'appelle Frank Bascombe, qu'on retrouve de livre en livre, qui est une espèce d'agent immobilier déprimé, désabusé, qui traîne sa peine dans des... Pardon ? Je dis une espèce parce que je cherche à distribuer les amendes pour faire remonter les finances. Bien, alors je recommence. Donc, enfin, bref, si nos auditeurs veulent contribuer, je un préfère. Romancier génial, qui a eu le prix Pulitzer d'ailleurs pour son roman Independence. Et là, c'est un recueil de 10 nouvelles. Alors, ce sont 10 nouvelles extrêmement nostalgiques qui ne racontent strictement rien d'extraordinaire, c'est-à-dire il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de grande histoire d'amour. Ce sont juste des héros qui, tout d'un coup, à la faveur d'un élément très banal, se souviennent du passé, rencontrent une figure autrefois aimée. Ils trouvent une certaine nostalgie, mais une nostalgie tranquille, et reprennent leur vie d'avant. C'est tout à fait extraordinairement écrit, au style indirect. Pour moi, c'est une des œuvres les plus importantes de Richard Ford. Nicolas Bavrez. Moi, je voulais m'inscrire dans le prolongement de nos 2 thèmes parce que finalement, c'était une émission qui était très, très géopolitique et recommander le livre de Michel Duclos, La France dans le bouleversement du monde, qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Michel Duclos, c'est à la fois un diplomate de très haut rang et puis un intellectuel dans la lignée de Pierre Asner. Et il nous livre donc son analyse de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la solitude stratégique de la France, qui va au-delà des échecs d'Emmanuel Macron en politique étrangère. Donc, il montre bien comment la boussole diplomatique du pays s'est déréglée à partir de la mondialisation, de l'unification de l'Europe, de l'effondrement de l'Union soviétique.
et comment finalement la France a essayé plusieurs thèmes, plusieurs concepts, puissance d'équilibre, ou d'essayer d'établir des relations directes avec un certain nombre de nouveaux régimes autoritaires, comment elle essaye de porter l'idée d'une Europe politique, d'une Europe puissance et d'une Europe de la défense, et comme tout ça, pour l'instant, a de la difficulté à s'ordonner. Donc, c'est un livre qui est très, très passionnant parce que au-delà de... C'est pas du tout un livre de critique de la diplomatie française, il montre bien les problèmes que pose à la fois le nouvel équilibre du monde, le fait que les institutions et les règles s'effondrent, et que c'est une vraie question pour un pays comme la France, mais aussi pour l'Europe, d'arriver à retrouver une place dans ce système éclaté et dangereux. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous pouvez nous soutenir en vous rendant sur notre site à la rubrique « Soutenez-nous », que vos soutiens sont défiscalisés, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Et je remercie Pierre Levrel avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville qui produit ce podcast pour Nouvelles Écoutes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission en public à l'École alsacienne. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. À la semaine prochaine.